C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Mahamat Déby, investi président au Tchad, le chef de la junte au pouvoir, est maintenu encore 2 ans à la tête du pays après la prolongation de la transition, une prolongation suite au dialogue national. Mahamat Déby pourra se présenter à l'issue de cette transition à la présidentielle. En République démocratique du Congo, Kalev Mutunda, l'ancien homme fort du régime Kabila, est de retour à Kinshasa. Il avait quitté le pays en mars 2021 pour fuir des poursuites judiciaires. Il est accusé entre autres d'arrestation arbitraire et de torture. Ce retour pose question dans le pays. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Nous parlerons également de l'Algérie avec la visite de la première ministre Elisabeth Borne, mais aussi à travers un documentaire qui revient sur la complexité des relations entre les deux pays. La réalisatrice Viviane Candas est notre invitée ce soir. Mahamat Idriss Déby, investi ce lundi au Tchad. Après 18 mois au pouvoir, il est maintenu à la tête d'une transition prolongée de 2 ans. Une décision prise à l'issue du dialogue national. Le général de 38 ans pourra également se présenter à l'élection présidentielle. Il avait pourtant promis de se tenir à l'écart de ce scrutin. Camille Nedelec. Le général devenu président pour la 2e fois. Et désigné président de transition. L'investiture est le début d'une 2e phase de transition de 24 mois. Les autorités disent vouloir mener des élections à la fin de cette période et rendre le pouvoir à un gouvernement civil. C'est lors du dialogue de réconciliation nationale qu'il a été décidé que Mahamat Déby pourrait se présenter. Avec des pouvoirs élargis, le président peut choisir directement son Premier ministre et son gouvernement, ce qu'il a promis de faire prochainement. La 2e phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Mahamat Idriss Déby, 38 ans, est à la tête du Tchad depuis le décès de son père Idriss Déby Itno en avril 2021. Idriss Déby était l'homme fort du pays pendant plus de 30 ans. La junte militaire avait alors déclenché une première période de transition il y a 18 mois. À l'époque, Mahamat Déby a promis de prendre exemple sur son père. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. L'investiture a été boycottée par la majorité de l'opposition politique. Des représentants de l'Union africaine ont aussi été absents après avoir exigé la fin de la période de transition. Les représentants de la France et l'Union européenne, quant à eux, étaient présents. Le procès du massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009 se poursuit en Guinée. La demande de mise en résidence surveillée de l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara a été rejetée par la justice. La requête avait été formulée par ses avocats. Écoutez les réactions des différentes parties au micro de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Cette décision, vraiment, elle n'est pas conforme à la loi. Nous avons demandé la résidence surveillée. Ce sont des questions qui auraient pu être accueillies favorablement. Mais nous avons compris que le tribunal est rentré en rejet systématique de toutes nos demandes. Déjà, nous devons être sur nos gardes. Parce que la décision qui est intervenue, déjà, nous donne à réfléchir. Nous sommes entièrement satisfaits de cette décision puisqu'il faut rétablir l'équilibre entre les accusés. Donc nous pensons que sa mise en détention se justifie par l'article 252 et que de ce point de vue, il doit venir au tribunal en tant que prisonnier pour qu'il soit jugé conformément à la loi et en présence de tous les autres co-accusés. Kalev Mutunda, de retour en République démocratique du Congo, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements, avait quitté le pays en mars 2021 pour fuir des poursuites judiciaires. Il est accusé entre autres d'arrestation arbitraire et de torture. Kalev Mutunda fait l'objet de sanctions européennes et américaines pour avoir planifié, dirigé ou commis de graves violations des droits humains. À Kinshasa, le retour de l'ancien homme fort du régime Kabila pose question. La correspondance d'Aurélie Bazara Kibangula.
Difficile de savoir la date exacte du retour de Kalev Moutonde à Kinshasa. Une source proche de la présidence affirme que l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements a été auditionné 2 fois la semaine dernière par la justice ici dans la capitale congolaise. Après 1 an de fuite, cet ex-homme fort du régime Kabila serait revenu pour négocier l'abandon de ses poursuites judiciaires auprès des autorités. Alors certains opposants qui avaient été arrêtés sous la direction de Kalev Moutonde disent qu'il faut définitivement classer ce dossier. C'est le cas de Jean-Bertrand Ewanga. Cet ex-opposant s'est entretenu par téléphone avec Kalev Moutonde. Il dit avoir pardonné son ancien bourreau et affirme qu'il faut maintenant aller de l'avant. Un discours qui a fait réagir des membres de la société civile comme Carbone Béni, membre du mouvement Filimbi. Il accuse Kalev Moutonde d'avoir fait arrêter puis torturer beaucoup de militants des droits de l'homme et des opposants. Il demande que la justice soit rendue et que ce dossier serve d'exemple, dit-il, pour éviter que l'Agence nationale des renseignements ne redevienne un instrument de répression. La visite d'Elisabeth Borne en Algérie, la Première ministre, a été reçue aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il était question de donner une dynamique à la visite d'Emmanuel Macron à Alger fin août. Elisabeth Borne était accompagnée de 15 ministres et 70 chefs d'entreprise. La coopération économique était au centre de ce voyage, mais pas seulement. Kevin Battista. Derniers honneurs pour Elisabeth Borne en Algérie. La Première ministre est reçue par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Point d'orgue d'une visite censée concrétiser le rapprochement initié par Paris et Alger l'été dernier. Regardons vers l'avenir. Nous voulons que la déclaration d'Alger s'incarne dans des actes et dans un engagement durable et bénéfique pour nos 2 pays et pour nos 2 peuples. Pour y parvenir, Paris a dépêché pas moins d'une quinzaine de ministres à Alger. En plus des gestes symboliques, une douzaine d'accords bilatéraux ont été signés. Domaines visés, les coopérations économiques, culturelles et éducatives. Un moyen de répondre au dossier délicat des visas. Nous avons convenu de concrétiser l'ouverture incluse dans la déclaration d'Alger sur cette question, de travailler ensemble afin de généraliser, de faciliter réellement la circulation des personnes. Depuis 1 an, Paris a réduit le nombre de visas accordés aux Algériens. Une mesure de rétorsion pour forcer Alger à davantage accorder de laissez-passer consulaires pour ses ressortissants soumis à une obligation de quitter le territoire français. Reste l'autre grand sujet de tension entre les 2 capitales, la mémoire de la guerre d'Algérie. Il avance, selon Elisabeth Borne, la composition d'une commission d'historiens des 2 pays devrait être bouclée dans les prochains jours. Le Premier ministre algérien s'y est aussi engagé. Sans annoncer d'avancées concrètes, les 2 chefs de gouvernement se sont dit confiants sur la question mémorielle. Et on reste en Algérie pour parler ce soir des possibles passerelles entre les 2 pays. Nous recevons Viviane Candas, réalisatrice. Elle est venue nous présenter le documentaire Marseille au pluriel, un documentaire qui revient sur les liens de part et d'autre de la Méditerranée, la complexité des relations entre la France et l'Algérie, la difficulté rencontrée par l'immigration algérienne en France, notamment face à la montée de l'extrême droite. Merci beaucoup Viviane Candas d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invitée, vraiment. Alors, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous aviez décidé de travailler sur ce sujet. Mes liens personnels avec l'histoire algérienne, puisque j'ai des parents qui se sont impliqués dans l'indépendance, la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie en tant qu'avocat du FLN, que j'ai vécu en Algérie enfant, et je suis toujours resté. J'y revis d'ailleurs actuellement pour préparer un film, et j'ai toujours été très sensible à ce sujet. Et dans mes années marseillaises de jeunesse, j'ai donc eu des liens avec des personnes qui étaient issus de l'immigration algérienne et eux-mêmes de la guerre d'Algérie. Et en 1986, évidemment, quand j'ai commencé à faire des films, quand j'ai commencé à tourner, m'est venue pas l'idée, mais c'était vraiment, ça me semblait une urgence que de faire un travail sur ce qui se passait à Marseille, qui était vraiment une ville où à la fois il y avait une forte immigration algérienne. De toute façon, il y a une forte immigration, puisqu'un tiers de la population aujourd'hui vient de toutes sortes d'immigrations, comorienne, etc., mais algérienne particulièrement, vu l'histoire qu'il y avait. Et le Front National, à ce moment-là, commençait à faire une percée importante, électorale importante. Donc j'ai fait un premier tournage en 1986
que j'ai complété bien plus tard, plus de 35 ans plus tard, en 2018, et nous avons terminé le film en 2021. Voilà, donc c'est ce film qui, justement, on voit des vieilles interviews qui sont aussi commentées par rapport à la situation aujourd'hui. Donc ce film a été réalisé en grande partie en France, mais il n'a pas trouvé de distributeur. En revanche, il sera diffusé en Algérie. Il y aura plein d'événements aussi. Alors, il va y avoir... il y a des événements en France, là, à Vitrolles, le 22 octobre. Je vais présenter un ancien film, Algérie du possible, et Marseille, c'est à 21h. Donc c'est intéressant, Vitrolles, parce que c'était une ville qui a été au Front National. Depuis 20 ans, le Parti socialiste a repris le pouvoir, mais c'est quand même une ville très marquée par l'extrême droite. Donc c'est intéressant d'aller faire cette présentation là-bas. Et nous aurons une diffusion, et ça c'est une première. En général, les documentaires français ne sont pas diffusés sur les chaînes algériennes, mais ce documentaire est une sorte de miroir, finalement, qui est tendu à la France sur son rapport autour d'une famille immigrée de Marseille, une famille algérienne. Donc c'est un film qui intéresse la chaîne Mémoire, qui est la chaîne Histoire de la NTV, de la télévision algérienne, et il va être diffusé à l'occasion, alors maintenant il a été question du 17 octobre et ça va probablement l'être pour l'anniversaire de l'attentat du 14 décembre 1973 à Marseille, qui avait coûté la vie à plusieurs personnes et qui était une bombe posée au consulat d'Algérie par un groupe Charles Martel, les responsables n'ayant jamais été retrouvés. Et vous en parlez justement dans votre documentaire. Alors on a vu Elisabeth Borne qui se rend à Alger, la première ministre. Parmi les sujets, il y a l'économie, mais on parlait aussi de passerelles. Il y a aussi la culture et le cinéma. Emmanuel Macron s'était rendu à Alger aussi avec des réalisateurs, notamment Yamina Benguigui. Qu'attendez-vous, vous, en tant que réalisatrice, de cette visite? Qu'est-ce que vous souhaitez voir naître entre les deux pays? Eh bien, une collaboration plus précise. On est dans un moment où le cinéma français est en crise, avec une baisse d'exploitation des salles de cinéma. Les gens ne vont plus dans les salles, en particulier la jeunesse n'y va pas. Il y a en Algérie beaucoup de possibilités. Il y a des décors magnifiques, il y a des comédiens et des comédiennes formidables, il y a des techniciens et techniciennes qui sont excellents. Il y a tout à fait les moyens de tourner en Algérie des choses et j'espère que ça va se développer. Moi, je suis sur le point de tourner un long métrage qui n'est pas un documentaire. C'est l'adaptation d'un conte des mille et une nuits. Et c'est une histoire qui a beaucoup traîné, qui a été ralentie par le Covid et d'autres problèmes et qui va se débloquer maintenant. Moi, je crois beaucoup au potentiel algérien du point de vue du cinéma. Merci beaucoup Viviane Candace, merci d'être venue sur notre plateau et on suivra vos prochaines réalisations ici dans le Journal de l'Afrique. Merci infiniment. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.